Salut à tous, Star FM. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter au sujet de la COP21. Qu'est-ce que la COP21 ? COP, Convention of the Party ou Convention des parties en français. Quel est le but de cette convention ? C'est un rassemblement d'un certain nombre d'États pour discuter sur des questions axées sur le climat et prendre des mesures pour limiter le changement climatique. Qui y participe ? On a recensé 195 pays, plus l'Union européenne, donc 28 pays. Et au niveau participants sur place, durant cette COP21, il y en avait plus de 40 000, ce qui est assez exceptionnel, sachant que durant les COP précédentes, il y en avait entre 10 et 20 000 seulement. Et le 21 dans COP21, qu'est-ce qu'il signifie ? Tout simplement que c'est la 21e COP. Et pourquoi cette COP est-elle différente des autres COP ? Eh bien parce que, disons que maintenant les gouvernements ont remarqué que la machine était lancée et qu'il était temps d'agir parce qu'on pollue beaucoup trop, on produit beaucoup trop de gaz à effet de serre et ils se sont dit qu'il est temps, faut arrêter de se voiler la face et il faut agir dès maintenant pour changer les choses. Finalement, nous sommes tous concernés par ça. Il est impératif de réagir et c'est comme ça que l'Institut Saint-André de Ramnichin a décidé d'accueillir des personnalités au sein de l'école. L'initiative vient de Madame Delay, professeure d'anglais. Qui avons-nous reçu, Jordi ? Alors, nous avons reçu Philippe Maillot et Baudouin Desclés. Alors, qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils venus ? Ce sont deux participants de la COP21 belges. Magnifique. Et je vous propose maintenant d'écouter l'interview de ces deux personnalités réalisée à Saint-André ce 4 février 2016. Nous voilà en présence de deux participants de la COP21 qui se sont déplacés pour répondre à une série de questions que nous allons leur poser. Donc, est-ce que les accords de cette COP21 ont plus de chances d'aboutir que les accords des COP précédents ? Excellente question. En fait, c'est un processus très long, les COP. On a eu beaucoup de COP. Le plus célèbre échec, c'était celui de Copenhague, en 2009, où à chaque fois, on avait essayé d'avoir une approche normalisatrice. Donc, c'est des gens qui imposaient aux autres ce qu'ils devaient faire. Ici, on s'est dit, on va procéder autrement. Chacun va proposer ce qu'il peut faire. Et puis, on va additionner tout ça et on va voir ce que ça fait pour la planète. Donc, ici, on est dans une démarche volontariste où tous les pays ont dit, OK, on va essayer de faire quelque chose. Donc, ça, à mon avis, rien que pour ça, ça a plus de chances d'aboutir. Ceci dit, ça ne sera peut-être pas suffisant. Mais ce sera l'objet peut-être d'une autre question. Un autre aspect aussi, c'est que dans cet accord, maintenant, la Chine et les États-Unis sont intégrés dans cet accord, donc ce qui donne un poids aussi important à cet accord de Paris. Est-ce que tous les pays prévus, les chefs d'État prévus initialement étaient présents ? Moi-même, j'y ai été, donc déjà, c'est un message important donné à la planète. Mais je crois effectivement que tous les chefs d'État étaient là. Par rapport aux autres éditions, la différence, c'est qu'ils ont commencé par une journée, deux même, je crois, avec tous les chefs d'État. Donc il y en a eu 150. Les autres COP, les chefs d'État venaient tout à la fin. Et on leur demandait de venir résoudre des questions que les techniciens n'avaient pas pu résoudre pendant 15 jours. Et alors, évidemment, c'était un échec. Ici, la présidence française a dit on va les faire venir au début, et ça va donner un souffle à cette convention, et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait certains pays qui n'étaient pas d'accord et qui ont fait régresser les choix qu'on a pu faire ? C'est certain que c'est difficile avec certains pays, notamment les pays producteurs pétroliers, qui notamment ne voulaient pas faire inscrire le terme énergie fossile dans cet accord. Mais grâce à la bonne stratégie de la France, ils ont réussi à en mettre certains de ces pays comme négociateurs. Donc ils étaient un peu obligés d'arriver à un consensus dans ce processus, donc ce qui a permis de résoudre en fait ce type de problème. Comment les efforts sont-ils répartis entre les pays ? Comme je le disais, ici on est parti dans une logique où chaque pays a lui-même indiqué les efforts qu'il allait faire. Par exemple, l'Union européenne a un engagement global de diminuer très fortement ses émissions, alors qu'elle a déjà fait pas mal d'efforts par rapport à ses émissions historiques. Certains pays ont beaucoup moins d'engagement. Si on prend un exemple d'un pays africain qui, pour l'instant, émet très peu de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que il n'a pas eu l'occasion d'entamer son développement économique. Ce serait un petit peu fort de café, si je peux dire, de lui demander de diminuer ses émissions, dans la mesure où il en produit très peu. Donc ces pays-là, ils ont eux-mêmes
produit une copie en montrant, voilà, pour notre développement économique, on a besoin d'augmenter notre production de CO2, mais on va le faire de manière raisonnée. On ne va pas arriver à des niveaux de gaz à effet de serre énormes, comme on a pu le faire dans d'autres pays, parce qu'on voudrait aller vers une économie à faible carbone. Donc là, il y a une distribution, il y a une négociation qui se fait avec les pays. Évidemment, ce qu'on attend, c'est que les gros pollueurs, si je puis dire, donc les États-Unis, l'Australie, la Chine en partie, diminuent leurs émissions. Mais il faut être raisonnable. La Chine, c'est un peu plus difficile qu'elle diminue ses émissions dans la mesure où la plupart des produits qu'on achète ici en Europe, ils sont produits en Chine. Donc c'est devenu un petit peu notre usine à nous. Et qui produit le plus de gaz à effet de serre, c'est aussi les usines. Pas uniquement, mais c'est aussi les usines. Donc voilà, mais je dois avouer qu'en regardant les contributions, la plupart des pays ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais maintenant, ils devront encore faire plus pour arriver à l'objectif de 1,5 degré tel qu'il a été mis dans l'accord final. L'objectif d'essayer d'augmenter de moins de 2 degrés est-il réalisable ou est-ce un effet d'annonce? Est-ce que les pays ont juste dit ça pour être impressionnants, comment dire? Et en fait, ça rejoint un petit peu la discussion d'avant. Ici, les propositions qu'ont fait les pays, probablement, on arriverait à un objectif de 2,7 degrés supérieur par rapport à l'historique. Donc, on n'est pas à l'objectif des 2 degrés, mais il faut savoir que c'est un objectif à long terme et que cet accord de Paris nous lance dans un processus de révision tous les 5 ans et chaque pays pourront revoir à la hausse leurs efforts de diminution de gaz. Donc ça veut dire que j'espère justement qu'avec ce cycle de 5 ans, on va arriver à moyen terme à cet objectif qui est assez fort. Oui, il ne faut pas se voiler la face, ce sera quand même pas facile, puisque diminuer encore pour arriver à 2 degrés, voire même l'accord dit, je crois, bien en dessous de 2 degrés, avec l'idée d'arriver à 1,5 degré, eh bien, ça demanderait une réduction de 70 à 80% de nos émissions actuelles. Et donc, c'est réinventer un petit peu tout notre mode de production et notre mode de consommation. C'est pas impossible du tout, mais c'est la condition de survie de notre civilisation, pas uniquement la nôtre, mais de l'espèce humaine sur Terre. Et ces efforts, est-ce qu'ils ont été évalués financièrement? Je ne suis pas au courant des estimations, en tout cas, mais c'est certain que ça demandera, en tout cas, un effort à court terme d'investissement important. Et on peut voir ici probablement l'exemple de Copenhague, qui a un horizon de zéro production de CO2, et donc qui investit très fort probablement dans les énergies renouvelables, dans l'isolation. Donc à court terme, c'est un investissement important. Mais à long terme, c'est des investissements qui sont intéressants parce que c'est rentable à long terme. Mais chaque pays, quand il a rendu sa copie, si je puis dire, il a en même temps chiffré combien ça lui coûterait en investissement. Donc pour ça, il y a un fonds qui est en voie de création, le Green Climate Fund, le Fonds vert mondial, où les États développés, les pays développés, se sont engagés à mettre jusqu'à 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 ou 2025, il faut vérifier même. Donc ça veut dire que les pays qui doivent investir beaucoup mais qui n'en ont pas les ressources, essentiellement les pays en voie de développement, pourront accéder à ce fonds. Donc il y a des projets qui vont être soumis. Ce fonds va pouvoir débloquer de l'argent pour faire des projets. Quel type de projet? Si un pays dit je veux diminuer la coupe de mes forêts parce que les gens ils cuisent avec du feu de bois, et je voudrais qu'ils cuisent maintenant avec de l'électricité. Ok, mais il faut produire de l'électricité qui soit renouvelable. Eh bien, les pays où il y a des forêts qui sont sur des montagnes, en général, il y a des rivières qui coulent de ces forêts et qui vont pouvoir générer de l'électricité par des centrales hydrauliques. Et tout ça, évidemment, ça a un coût important. Donc les pays vont pouvoir soumettre un projet que je veux faire une centrale hydraulique dans telle région. On va évaluer le coût social, le coût environnemental, et puis quand les projets seront bons, ils seront mis en œuvre et payés par ce fonds. Mais tout ça, effectivement, demande énormément d'argent. Mais comme le disait Baudouin,
C'est la seule solution et à terme, ça va générer beaucoup d'emplois, ça va générer beaucoup de nouveaux bien-être pour tout le monde. Mis à part le Danemark avec Copenhague, est-ce que d'autres pays ont mis en place des mesures concrètes et les ont présentées qui pourraient inspirer des pays qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre? La Chine est toujours citée comme un grand pollueur et c'est vrai que quand on multiplie 1,5 milliard de personnes par la quantité qu'ils produisent, ça fait au total énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Mais la Chine a décidé, là tout récemment, après la COP même, de fermer, je crois que c'est 1 millier de centrales au charbon dans la prochaine année. Pas uniquement pour des questions de pollution atmosphérique, mais, enfin de gaz à effet de serre, mais aussi la question de pollution urbaine. Parce qu'ils se sont rendus compte que leur atmosphère devenait invivable. Donc ça, c'est quand même des mesures extrêmement concrètes. C'est le pays aussi qui a le plus d'énergie photovoltaïque maintenant, donc qui a énormément développé son secteur d'énergie renouvelable. Donc c'est pas... et ça, c'est fait en 5-6 ans. Ils ont décidé de changer complètement leur mode de production d'énergie. Il y a quand même encore des désastres écologiques qui ont été faits. Hein. Le barrage des Trois Gorges, ça a créé un désastre au niveau de 2 grands fleuves. Donc, c'est pas un état idéal, loin de là, surtout pas au niveau politique. Je sais qu'il y a aussi Amnesty dans la salle, donc je ne peux pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais il y a des exemples comme ça qui fleurissent à gauche à droite. Même le Texas qui est l'État le plus pétrolier aux États-Unis, a décidé lui aussi de se passer des énergies fossiles à l'horizon 2050. Donc il y a quand même pas mal de signes encourageants à gauche à droite. Même des dispositifs comme les dispositifs sur l'énergie solaire en Wallonie ou en Flandre ou à Bruxelles sont des dispositifs qui ont été très intéressants. Ils ont peut-être été économiquement mal évalués et donc maintenant il y a beaucoup de gens, il n'y a plus personne qui installe des panneaux. C'est dommage parce que c'est un mode de production vraiment intéressant, même sous nos pays. On constate maintenant que même malgré la diminution des subsides, le prix des panneaux a tellement diminué que ça devient rentable par rapport à une énergie nucléaire. Et en plus, il n'y a pas de fissure dans les panneaux solaires. Donc ça, c'est un avantage aussi. Pensez-vous qu'il est faisable, dans les années à venir, voire 20 ans, 30 ans, à l'échelle mondiale, d'un appel au boycott des multinationales, de toutes ces grandes marques qui ne respectent pas au final les conditions des travailleurs, qui ne respectent pas l'environnement? Je pense que, en fait, l'approche ici de cet accord de Paris, c'était un engagement d'abord entre les pays pour aller de l'avant par rapport à toutes ces questions environnementales. Mais le grand effort est à faire de la base d'abord, au niveau local, pour pouvoir avancer de manière concrète sur ces choses-là. Alors bien sûr, les multinationales ont un pied dans différents pays, mais s'il y a des actions locales qui permettent d'encadrer et de mieux faire évoluer ces multinationales, à mon avis, ça ce sera l'évolution positive. Et il y a aussi certains organismes qui se sont mis comme objectif d'accompagner les multinationales pour améliorer et rendre plus saine en fait leur empreinte écologique. Donc bien sûr, au départ, ils savent qu'il y a des gros soucis, mais en les accompagnant et en essayant de leur faire de mieux en mieux comprendre tous les impacts qu'ils peuvent avoir, ça c'était une façon de faire évoluer les choses. Et il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. Par exemple, un domaine un peu différent sur le textile. Il y a maintenant un accord international qui est en train de se jouer pour contrôler de manière très forte l'impact environnemental et l'impact social de la production de tous les textiles chez nous, pour éviter que ce qui s'est passé au Bangladesh il y a quelques années, que ça puisse se reproduire. Donc là, il y a des accords internationaux qui se font, mais il y a aussi, comme disait Baudouin, tous des organismes et un peu de certification privée qui vont aller pouvoir avoir un pouvoir d'investigation, pouvoir aller dans les usines, voir comment sont traités les travailleurs, voir comment on traite l'environnement autour, si on ne rejette pas trop de colorants dans les rivières. Donc ça, c'est un travail qui se fait. Bon, les grands problèmes, c'est aussi notre mode de consommation. C'est vrai qu'on va vers les produits les moins chers possibles ou qui ont un goût particulier sans se soucier vraiment de ce qu'il y a dans l'environnement là derrière. Bon, l'exemple que
Tout à l'heure, on a parlé avec d'autres élèves, et qui n'est pas amateur de Nutella, quoi. Il faut se contrôler un petit peu, parfois, bon. Ou un bon filet américain. Moi, je suis un grand amateur de filet américain. C'est les paradoxes qu'on peut avoir. Il faut pouvoir soi-même changer son comportement, et ça prend du temps. Mais ça, c'est plus rapide quand on est jeune, donc faites-le tout de suite. Une question peut-être plus politique, mais justement, est-ce que les bonnes intentions qui semblent être dégagées de la COP21 risquent pas d'être mises à mal avec la structure, c'est-à-dire que le modèle, enfin le documentaire Demain notamment, certains d'entre nous ont vu, montrait bien que beaucoup de ces problèmes étaient dus au modèle économique, c'est-à-dire au paradigme qui est le capitalisme, qui concentre en fait, qui fait de la monoculture, qui fait de la monoculture économique, comparativement à ce qui se passe dans la nature très naturellement, c'est-à-dire la diversité. Et donc, est-ce que tant qu'on ne changera pas le modèle et le moteur de ce modèle qui est la croissance et le consumérisme, est-ce que toutes ces intentions, enfin ces avancées ont des chances d'aboutir et de suffire? Est-ce qu'à la COP21, il y a eu des remises en cause du modèle, de la culture ambiante qui est la croissance et le consumérisme? Il y avait une atmosphère différente. Il y avait quelque chose qui flottait dans l'air, qui était de l'ordre d'un peu de la solidarité mondiale. Maintenant, ça se passait à Paris, il y avait eu les attentats avant, donc il y avait un momentum un petit peu particulier. Pas sûr que quand les gens sont rentrés chez eux, ils n'ont pas repris leur mode de consommation et de production et de décision politique qui soit extrêmement centralisé. En même temps, c'est vrai qu'il y a tellement d'initiatives citoyennes qui commencent à poindre que ce combat contre la concentration, et c'est vrai que c'est valable dans tous les niveaux. On parlait du nucléaire par rapport au solaire, c'est un bon exemple. Si chacun, en 2040, peut être autonome en énergie parce qu'il aura produit son électricité sur le toit ou avec une éolienne, qui peut recycler son eau, ça veut dire qu'on a moins le contrôle sur chaque citoyen, puisqu'on le contrôle aussi par ce qu'il va consommer. Donc et ça, je ne suis pas sûr que les différents gouvernements actuels en Europe, particulièrement dans l'Europe qui va de plus en plus vers les conservateurs, soient prêts à l'accepter. C'est pas un hasard non plus si il y avait une remise en cause du nucléaire par un gouvernement où les écolos étaient à l'intérieur, et maintenant on revient sur cet abandon du nucléaire. Donc là, effectivement, je crois là aussi qu'il y a une responsabilité des citoyens. Il faut oser prendre ses responsabilités, oser aller contre l'intérêt, soi-disant l'intérêt national, qui en fait ne l'est pas. C'est l'intérêt de quelques-uns, souvent. Moi, je dirais aussi, par rapport, dans le film Demain, on voit bien que le modèle économique est mis à mal. Et en fait, c'est par un effet d'entraînement que on peut pousser aussi à cette évolution, parce que on a l'impression que les politiciens aussi sont très très frileux de changement. Et mais s'ils voient que de nombreuses initiatives, comme aussi l'agriculture biologique ou des choses comme ça, prennent vraiment, à ce moment-là, ils seront obligés de changer de leur stratégie et d'intégrer plus ces nouveaux modèles, quoi. Il y avait un slogan dans le temps qui disait « Think globally, act locally ». Et c'est vrai que tout ce qu'on fait, c'est aussi penser à des questions mondiales qui nous affectent tous. Mais les solutions, elles ne vont pas venir au niveau mondial, les solutions, elles viennent au niveau local. Et un autre exemple, c'est les pays qui ont de la déforestation actuellement. Ils vont accéder à des fonds carbone pour diminuer leur déforestation. C'est ce qu'on appelle le processus REDD, donc Reduction of Emissions Due to Deforestation and Forest Degradation. Donc là aussi, c'est les États développés plutôt, ou des fonds privés, on ne sait pas encore trop comment ça va avoir lieu, mais en tout cas des pollueurs, qui vont compenser la diminution de déforestation des pays forestiers tropicaux. Est-ce qu'ici, avec la COP21, on a le même principe comme on avait avec Kyoto, où les pays plus développés pouvaient racheter les parts de CO2 des pays moins développés qui n'avaient pas été utilisées? En fait, il y a plusieurs mécanismes qui permettent de compenser. Un des mécanismes qui reste en place, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de développement propre, où des pays, effectivement, en voie de développement, vont pouvoir revendre quelques quotas de CO2. En même temps, le marché du CO2 s'est un peu effondré.
La tonne de CO2 qui était à $30 la tonne il y a quelques années, elle est à $3, je crois. Donc maintenant, c'est très compliqué de pouvoir commercer avec des tonnes de carbone parce que le prix est tellement bas que ça n'a plus une grande valeur économique. Intéressant cette interview, n'est-ce pas, Kevin? Effectivement, je sais que maintenant je dois arrêter de manger du Nutella. Eh oui. Nous retenons que les 3 principes de base de la COP, de manière générale, sont précaution, droit au développement, responsabilité commune. Nous retenons que pour arriver à la hauteur de ces ambitions, les États et tous les citoyens ont un rôle important à jouer. D'ailleurs, à Saint-André, les élèves de 4e, 5e et 6e sont allés voir le documentaire Demain et les élèves volontaires ont été invités à déterminer des actions concrètes au sein de l'école. Jordi, on fait déjà des choses à l'école, non? Effectivement, nous utilisons déjà du papier recyclé. Nous organisons des journées où le chauffage est baissé de 1 ou 2 degrés. Nous nous sommes aussi débarrassés des distributeurs de soda pour lutter contre la surconsommation nuisible à la santé. Et encore aujourd'hui, des élèves proposent d'investir pour diminuer la consommation de mazout, par exemple, mais aussi ils aimeraient qu'on revienne à l'essentiel en cultivant, par exemple, un potager scolaire. Donc, rêve ou réalité, seul l'avenir nous le dira. Et à bientôt pour une prochaine émission.